Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle web rencontre du CERU. Question classique, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous nous entendez bien et si vous nous voyez correctement? Pour l'instant, hop, ça y est, ça a l'air de commencer. Bon, parfait, alors ça a l'air de fonctionner. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le chat pendant le dialogue qu'on va avoir avec Victor. Mais si vous avez des questions, je vous invite plutôt à utiliser l'onglet questions, ce qui sera plus facile pour moi pour retrouver et essayer d'organiser un peu la discussion. Alors, euh, on va commencer tout de suite. Alors, je suis très heureux de recevoir Victor Lefebvre, qui est journaliste, qui a travaillé déjà sur un livre dont on avait parlé, qui est Les derniers jours de Samuel Paty, et qui vient de publier avec, alors je suis Michel perdu Sandra. tout le nom, Michel Sandrin, un livre qui s'appelle La face cachée de Wikipédia, enquête sur les dérives de l'encyclopédie libre. C'est un sujet qu'on voit beaucoup en ce moment. Il y a eu pas mal d'articles récents sur Wikipédia et ses dérives. Marianne a fait une enquête. Le Point a publié plusieurs articles sur cette question-là. Le Figaro également. Le CERU avait déjà aussi publié quelques articles sur cette question-là et on avait même hésité à faire une étude, mais finalement, la sortie de ton livre nous en dispense et donc on a décidé de remplacer cette étude par un dialogue avec toi sur justement Wikipédia. Alors peut-être pour commencer, Victor, est-ce que tu peux un peu te présenter et puis nous dire pourquoi tu as eu envie de travailler sur Wikipédia et aussi peut-être présenter un peu ton co-auteur. Oui, ouais, en fait, on a commencé à écrire ce livre avec donc Michel Sandrin, qui contribue à Wikipédia, lui, depuis une quinzaine d'années. Ça fait quand même un petit moment qu'il y contribue. Aujourd'hui, son compte est bloqué, donc ce qui fait qu'il ne peut plus, enfin, il est non seulement bloqué, mais également banni, donc il peut même plus, parce qu'il y a différentes étapes sur Wikipédia. Il y a un premier avertissement avec un blocage, ce qu'on appelle un blocage en écriture, un blocage indéfini qui peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et puis ensuite qui se rétablit. Lui, il a été carrément banni définitivement de Wikipédia, c'est-à-dire qu'il peut même pas créer un nouveau compte, avoir une deuxième chance. Et avec donc c'est son adresse IP qui est touchée, ce qui fait que et la raison de ce blocage et de ce bannissement, c'est l'une des raisons en tout cas, c'est que il a alerté dans la presse, hein, comme tu le disais Olivier, dans les colonnes de Marianne, du Point, du Figaro sur la montée du militantisme qui constatait sur Wikipédia depuis quelques années. C'est assez récent, hein. Enfin lui il le date à peu près depuis la période des attentats en France 2015-2016 où ça s'est vraiment accentué. Et en fait, on a été mis en contact, c'est la journaliste du Point, Nora Buffini, qui nous a mis en contact. Et Michel, donc, cherchait un co-auteur pour écrire son livre. Moi, j'avoue que je connaissais pas grand-chose à Wikipédia, enfin, si ce n'est ce que tout le monde sait à peu près de Wikipédia. J'utilisais, en plus, les journalistes l'utilisent peut-être davantage encore que, que le commun des mortels, entre guillemets. Mais j'avais jamais contribué à Wikipédia. J'avais pas de compte, parce qu'évidemment, on peut parcourir Wikipédia et consulter Wikipédia sans être inscrit. On peut même d'ailleurs contribuer sans être inscrit. On contribue sous adresse IP dans ce cas-là. Et donc j'ai en fait découvert tout le entre guillemets l'envers du décor du fonctionnement de Wikipédia qui est quand même très complexe. Ça me met pas mal de temps. Donc Michel m'a ici servi de guide entre guillemets sur Wikipédia, m'a expliqué un peu les rouages. Il y a un truc tout bête sur Wikipédia. Enfin, j'avais jamais fait, je pense que la plupart des gens n'ont jamais fait, c'est de regarder l'historique des discussions. C'est-à-dire que quand on regarde une page, bon, je ne vais pas faire un partage d'écran, mais vous avez, vous avez la page Wikipédia, je sais pas, sur la guerre d'Algérie, par exemple, avec bon, la page que tout le monde connaît. Puis si vous regardez l'onglet à droite, vous avez la page de discussion. Et puis là, on peut voir à la fois les discussions qui portent sur la page. Là, actuellement, il y a toute une discussion sur la question du génocide, du risque des génocides à Gaza depuis 2023. La page s'appelle comme ça aujourd'hui, risque des génocides à Gaza depuis 2023. Et la question est de savoir, donc il y a des contributeurs qui s'échappent pour savoir s'il faut modifier le nom de cette page, parce que c'est un sujet important sur Wikipédia, le nom de la page, et changer en génocide à Gaza depuis 2023. Donc voilà, donc il y a des discussions, il y a l'historique, parce que tout est tracé sur Wikipédia, on retrouve l'historique des discussions, l'historique des modifications. Donc s'il y a eu des tentatives de vandalisme, on peut les documenter, on peut savoir quel est le compte qui a réalisé ce qu'on appelle donc du vandalisme, donc des modifications
soit des fake news ou soit simplement par amusement, ce que tout le monde a peut-être fait en étant un peu jeune, du vandalisme puéril, mais après il y a aussi du vandalisme plus sournois qui passe parfois inaperçu. Et donc voilà, donc tout est tracé, ce qui permet donc ce qui est une matière infinie et inépuisable pour voir comment fonctionne Wikipédia et aussi Et pour peut-être essayer d'évaluer l'état de la menace ou l'état des biais sur Wikipédia. pour planter un peu le décor, est-ce que tu peux revenir justement sur la création de Wikipédia et Ouais. justement déjà quelle est la volonté au départ des créateurs quand ils ont créé Wikipédia, qui est effectivement assez original comme démarche. Ouais, en fait, donc ça a été fondé en 2001, Wikipédia, par deux Américains, Larry Sanger et Jimmy Wales. Larry Sanger aujourd'hui a été assez rapidement, en fait, il a été écarté de l'aventure Wikipédia et Jimmy Wales n'a plus de responsabilité directe au sein de Wikimedia, donc la maison mère de l'hébergeur de Wikipédia, qui est une fondation, qui est une association à but non lucratif qui est aux États-Unis. Et l'idée de départ, en fait, c'était de faire voilà, une encyclopédie libre, collaborative, entièrement gratuite. Il y a eu un ancêtre, ça on l'oublie parfois, de Wikipédia qui s'appelle Nupedia, qui a été fondé simplement un an avant et qui reprenait en fait le modèle des encyclopédies classiques, donc avec un comité scientifique comme Universalis, comme Britannica, donc avec un fonctionnement très très classique, comme toutes les encyclopédies manuscrites qu'on avait connues jusqu'à présent. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc ça a été créé en 2000, ça a duré un an à peu près, et très vite, le contenu, il y en avait très peu en fait des articles sur Nupedia, ils ont basculé vers Wikipédia. Et la vraie révolution de Wikipédia, c'est de fonctionner de manière entièrement collaborative et de faire fonctionner le contrôle de l'information sur un contrôle non pas a priori, donc avant que l'information soit publiée, mais a posteriori. Et c'est assez contre-intuitif parce qu'on se dit, bon, si n'importe qui peut contribuer à Wikipédia, ce qui est parfaitement vrai, hein, il n'y a pas du tout de limite d'âge, de diplôme requis. Un prix Nobel de chimie est placé au même niveau sur Wikipédia qu'un élève de quatrième qui n'y connaît rien à tel ou tel sujet. Et donc, le gros avantage, donc effectivement, c'est contre-intuitif parce qu'on se dit, bon, du coup, il s'écrit n'importe quoi sur Wikipédia, et on se rend compte que c'est pas le cas parce qu'en fait, il y a une communauté, un système de surveillance généralisé qui est aujourd'hui assuré par des contributeurs, ce qu'on appelle des patrouilleurs sur Wikipédia, mais aussi par des bots depuis quelques années, hein. Les bots sont vraiment extrêmement représentés sur Wikipédia, toutes versions confondues. Donc des robots, en fait, c'est Et quelque chose d'automatisé. voilà, c'est automatisé, donc il y a un contrôle automatisé, donc c'est-à-dire que les fausses informations euh, grossières, les plus évidentes, seront tout de suite repérées par les bots, c'est des bots qui sont dressés entre guillemets quand même par des humains, hein, qui sont quand même contrôlés et qui doivent être approuvés par les administrateurs de Wikipédia. Et en fait, je crois que sur la version française, par exemple, les bots représentent 25% des modifications, donc ce qui est quand même assez considérable. Un quart aujourd'hui, c'est assuré par des bots. Il y en a un peu moins d'une centaine en France qui sont approuvés. Et donc, c'est les bots qui assurent en partie cette surveillance généralisée. Et puis, évidemment, voilà, les contributeurs se relaient jour et nuit, hein. D'ailleurs, il y a même des systèmes quasiment de garde de nuit où, en fait, les patrouilleurs se relaient pour assurer une surveillance globale de l'encyclopédie. Et on s'aperçoit, depuis quelques années, et c'est encore plus vrai maintenant, que Wikipédia est globalement fiable, même très fiable. Je crois qu'il y a un chiffre qui dit qu'une fake news reste en moyenne 1 minute et 30 secondes sur Wikipédia. Donc, c'est vraiment impressionnant quand même la façon dont Wikipédia réussit quand même à s'assurer que les informations soient plutôt justes. C'est notamment vrai sur les questions des sciences dures, sur la biologie, les mathématiques, etc. Même aussi les sciences humaines, globalement, ça va à peu près. Bon, évidemment, c'est toujours perfectible. En revanche, dès que ça touche à des sujets d'actualité brûlants, des sujets polémiques, à des sujets régaliens ou à des personnalités publiques, là, on voit qu'il y a plus de biais. Et c'est aussi tout le paradoxe de Wikipédia, c'est-à-dire que Wikipédia est une encyclopédie globalement fiable, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas exempte de biais. Et on peut être à la fois un outil très fiable et en partie biaisé. Alors, on va essayer de revoir les biens un peu plus tard. Tu peux Ouais. aussi nous donner un peu quelques chiffres pour qu'on ait en tête justement Ouais. la communauté, parce que tout est basé sur cette communauté. Wikipédia, notamment en France, qu'est-ce que ça représente en termes de volume, d'audience, de contributeurs, d'articles même, parce que c'est assez impressionnant. Ouais, c'est considérable. En fait, Wikipédia, donc c'est le septième site le plus visité en France, quand même. Donc, c'est impressionnant. C'est entre 25 et 30 millions de visiteurs uniques chaque mois en France. Il y a un peu plus de 2,6 millions d'articles qui sont publiés aujourd'hui sur la version française, hein. Il faut toujours préciser quand même, c'est important que Hmm.
Wikipédia, c'est à chaque fois une version différente en fonction de la langue. Donc, c'est Wikipédia en français ou version francophone. Et puis, nous, notre étude, elle se concentre vraiment sur Wikipédia en français. On a moins regardé la version anglophone, qui est évidemment la plus importante et la plus consultée. Ensuite, c'est la version allemande qui est la deuxième, et la version française est la troisième la plus consultée et qui représente le plus en termes de volumétrie. Et donc, alors voilà, si on regarde un peu les chiffres, c'est intéressant de s'y pencher. Il y a un peu plus de 5 millions d'inscrits sur Wikipédia en français, donc c'est assez important. Mais quand on regarde un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que le nombre de contributeurs actifs, qui sont considérés comme actifs sur Wikipédia, c'est entre 18 000 et 19 000 à peu près selon les mois en moyenne. Donc on voit que la jauge est quand même nettement plus faible, ça veut dire 0,3% à peu près de contributeurs actifs. Et si on regarde maintenant ceux qui sont vraiment très actifs, donc c'est à partir de 5 modifications au cours des 30 derniers jours, là on s'aperçoit que c'est entre plutôt 5 000, 6 000 comptes à peu près, donc c'est 0,1% des inscrits. Et ça va même plus loin, puisque l'ancienne présidente de Wikimedia France, donc l'antenne française de la fondation Wikimedia, elle considère, elle est partie en novembre dernier, mais elle considérait que le noyau dur des contributeurs de Wikipédia en français, c'était 100 ou 150 comptes. Donc c'est vraiment beaucoup plus restreint. Ça coïncide d'ailleurs avec le nombre d'administrateurs. Donc les administrateurs, c'est ceux qui ont des pouvoirs élargis sur Wikipédia. Ils ne sont pas tout puissants pour autant, mais ils ont le pouvoir de bloquer un compte, de supprimer une page, faire ce qu'on appelle de la protéger s'il y a une guerre d'édition. Donc, ils ont des pouvoirs plus élargis. Il y en a 142 sur la version française. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ce noyau dur, c'est à peu près les administrateurs, mais c'est à la fois des administrateurs, des bureaucrates. Bon, je vous épargne toute la hiérarchie très complexe de Wikipédia, mais en tout cas, on voit que le noyau dur, et d'ailleurs, le noyau dur, ce n'est pas forcément les contributeurs qui sont les plus actifs, qui font le plus de modifications, mais ceux qui contrôlent ce qu'on appelle dans le livre la gouvernance informelle de Wikipédia, c'est-à-dire l'élite, vraiment l'élite de Wikipédia en français. Et là, je reparlerai peut-être un peu après, si tu veux, Olivier, mais on s'aperçoit que c'est vraiment ça penche à gauche, voire très à gauche, du côté de la gauche radicale. Mais en fait, déjà rien qu'en structure, pour finir sur cette partie d'explication, donc on est sur une encyclopédie où les contributeurs sont libres, mais à côté, il y a donc une fondation qui gère ça, une association. Et avec ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une forme d'oligarchie avec des castes qui montent. Alors, sans toutes les décrire, on voit bien qu'il y a des responsabilités de plus en plus importantes avec un écrémage. Et comment se fait cet écrémage? C'est simplement sur la base du volontariat ou est-ce qu'il y a déjà des moyens de faire cet écrémage et ces filtres au sein de la structure? Oui, en fait, donc tout le monde est bénévole sur Wikipédia. Enfin, tous les contributeurs, d'ailleurs, quel que soit leur rang, sont bénévoles, hein. Un administrateur n'est pas employé, ça il faut le préciser parce qu'il y a beaucoup de contresens parfois entre Wikipédia, Wikimedia, il faut pas tout mélanger. Mais en tout cas, effectivement, personne n'est payé, si ce n'est les employés de Wikimedia France. Il y en a une quinzaine à peu près qui sont pour le coup salariés. La masse salariale de Wikimedia France est à peu près 800 000 euros chaque année. Et puis après, la fondation Wikimedia aux États-Unis, qui est elle beaucoup plus importante, qui ramasse tous les fonds du mécénat privé, les dons des particuliers, les dons de l'État, les subventions publiques. Donc là, c'est beaucoup plus important. Mais effectivement, sinon, disons que les surveillants, entre guillemets, on pourrait les appeler comme ça, on les appelle dans le livre les oligarques de Wikipédia, parce que c'est vraiment un tout petit microcosme, ils ne sont pas payés. Et pour répondre à ta question, Olivier, il n'y a pas de. Enfin, si, il y a un certain mérite, c'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'ils contribuent depuis plus longtemps et qu'ils maîtrisent ils maîtrisent parfaitement les codes de Wikipédia, le fonctionnement très complexe, très réglementé, très normé. Il y a vraiment un corpus. C'est hallucinant. Enfin, je pense que, d'ailleurs, moi-même, et peut-être sans doute Michel aussi, on a épluché que peut-être 10%, j'exagère un peu, mais du corpus de normes, parce qu'il y a des principes fondateurs, ça c'est très simple, il n'y en a que 5 principes fondateurs qui sont pour le coup inamovibles. Ensuite, il y a des recommandations, on peut les appliquer ou ne pas les appliquer. Ensuite, il y a des règles, là pour le coup, on est quand même plutôt censé les appliquer, mais elles peuvent évoluer. Puis il y a des essais, enfin bon, bref, tout ça est très, très normé. Donc, tout ça pour dire que ceux qui maîtrisent le plus Wikipédia sont appelés à devenir administrateurs. Donc, ça, c'est eux qui contrôlent la structure générale. Au-dessus des administrateurs, là, il y a les bureaucrates. Là, pour le coup, il y en a vraiment très peu. Je ne sais plus exactement combien il y en a, mais je crois que c'est vraiment une poignée, moins d'une dizaine.
qui eux peuvent destituer un administrateur. Et puis après, encore au-dessus du bureaucrate, il y a les stewards qui eux ont vraiment tous les outils à leur disposition pour faire absolument tout ce qu'ils veulent sur Wikipédia. Bon, c'est quand même censé être encadré, mais en tout cas, pour la question de l'élection d'un administrateur, c'est censé être le fruit d'un consensus de la communauté, puisque sur Wikipédia, tout est le fruit d'un consensus. Et donc, pour qu'un administrateur soit élu, il faut qu'il puisse faire consensus autour de sa candidature. Et puis, ils sont élus à vie d'ailleurs. Ils peuvent être destitués s'ils sont inactifs pendant trop longtemps, ou si vraiment ils ont commis une erreur manifeste et la confiance est rompue. Mais c'est quasiment jamais arrivé sur la version française, peut-être une ou deux fois seulement, mais c'est très très rare. Donc il y a eu des comptes d'administrateurs qui ont été inactivés, mais parce qu'ils étaient justement inactifs. Ce qui est intéressant, en fait, dans le livre, on voit bien justement, tu as dit que c'était extrêmement compliqué, extrêmement riche en réglementation, qu'en plus, on a l'impression que ça sédimente au fur et à mesure, et que finalement, sans ça, finalement, ils ont bien choisi le terme de bureaucrate, on a un peu l'impression que, en rendant de plus en plus compliquées les règles, ils assurent et ils garantissent un peu leur pouvoir, quoi. C'est finalement, il n'y a que ceux qui viennent, qui les écrivent et qui sont là depuis suffisamment longtemps, qui peuvent connaître toutes les subtilités qu'ils ont eux-mêmes créées, en fait. Oui, exactement. C'est vraiment la prime à l'expérience et ça pose des problèmes d'ailleurs pour le fonctionnement de Wikipédia. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'en rendent compte eux-mêmes, sans parler de la question des biais, mais qu'en fait, c'est tellement difficile aujourd'hui de maîtriser, puisque c'est assez paradoxal, parce que n'importe qui peut contribuer. Aujourd'hui, vous créez votre compte ou vous ne créez pas votre compte en 2 clics. Vous pouvez faire des modifications sur Wikipédia qui pourront d'ailleurs être acceptées si elles sont, si c'est des détails. D'ordre orthographique ou enfin même des ajouts, hein, si c'est pertinent, il n'y aura aucun problème. Mais pour pérenniser sa présence sur Wikipédia, pour être accepté, pour monter les étapes dans l'échelon de la pyramide, de la hiérarchie des Wikipédiens, là pour le coup, il faut s'armer de patience. Il faut effectivement maîtriser, puisque c'est des dizaines, voire des centaines d'acronymes. C'est une culture assez geek hein, quand même Wikipédia au départ, donc ça vient de là. C'est vraiment un outil de libriste, de libriste pardon, qui vient vraiment de l'Internet libertaire 2.0 de la fin des années 90, qui naît vraiment de ce monde-là. Et donc voilà, ça demande beaucoup de patience, une très fine compréhension des normes, et surtout aussi ça demande aussi d'être accepté par les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui font la pluie et le beau temps sur Wikipédia, Wikipédia est aussi un réseau social d'une certaine manière. C'est à la fois, c'est vraiment multi-plateforme, c'est une encyclopédie en ligne. C'est aussi d'une certaine manière un média généraliste qui traite de l'actualité, qui prend en charge l'actualité, parce que Wikipédia avait essayé de lancer Wikinews, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui est censé faire une espèce de petit digest de synthèse de l'actualité qui fait encore un truc par semaine, mais c'est un astre mort aujourd'hui. Et donc Wikipédia prend en charge l'actualité, donc c'est un média et c'est aussi un réseau social, donc comme je disais, avec effectivement des discussions, des contributeurs qui se connaissent parfois depuis des dizaines d'années, sous pseudonyme, puisque le régime qui prime, c'est le régime du pseudonymat et non pas de l'anonymat. Hein, donc on peut retracer si un contributeur tient un propos contraire à la loi, il peut être retrouvé. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est des gens qui se connaissent très bien et c'est vraiment une petite dizaine, une petite centaine, grand maximum, de comptes qui se connaissent très bien et qui partagent en général plutôt les mêmes valeurs, qui ont nourri et entretenu une certaine complicité. Ce qui fait que pour un nouveau, pour un novice, un dilettante de Wikipédia, c'est extrêmement difficile de faire son trou, quel que soit son bord. Enfin, si ça penche à gauche, ça sera en général plus facile, mais il y a quand même une prime à l'expérience sur Wikipédia. Alors justement, ça nous amène à la deuxième partie, que d'ailleurs vous traitez aussi un peu comme ça, en disant qu'en Wikipédia déraille. La question des biais, et le premier biais, tu viens d'en parler un petit peu, peut-être on peut détailler, il y a presque un biais sociologique dans le recrutement, à la fois le recrutement des contributeurs réguliers et encore plus des administrateurs. Est-ce que tu peux en dire quelques mots là, sur la manière justement dont on a pu mesurer, ou est-ce qu'on a mesuré d'ailleurs ce biais de recrutement? Ouais, alors c'est vrai que sur la sociologie, c'est hyper intéressant. Alors nous, on n'a pas réalisé d'enquête, mais on a repris les travaux notamment d'un sociologue qui s'appelle Léo Joubert, et qui explique, avec pour le coup vraiment une étude universitaire très intéressante, que Wikipédia, les contributeurs de Wikipédia en français, c'est majoritairement des hommes, c'est des hommes en général d'une trentaine d'années, entre 25 et 35 ans, qui sont diplômés ou très diplômés, bac plus 4, et puis certains vont jusqu'au doctorat. Et c'est plutôt il y a certaines professions qui sont, c'est plutôt citadins d'ailleurs aussi, les contributeurs français.
Et il y a certaines professions qui sont surreprésentées, notamment les ingénieurs, les universitaires, les informaticiens, parce qu'encore une fois, hein, c'est vraiment une culture geek assez masculiniste au départ. Et donc cette sociologie de Wikipédia, enfin des Wikipédiens plutôt, il y en a certains d'ailleurs enfin je fais une petite parenthèse, mais qui partent de cette sociologie pour dire que Wikipédia est biaisé justement parce que c'est des hommes qui contribuent, et en gros, pour la faire courte, des hommes, donc ce serait patriarcal, l'homme a une vision très occidentale, ethnocentrée, enfin, bref, l'homme blanc de plus de 50 ans qui contribuerait à Wikipédia et qui ferait que du coup les représentations de Wikipédia seraient biaisées euh, sur la façon dont le savoir est approché. Et il y a, enfin j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais il y a plein d'associations qui sont parties de ce point de départ en disant voilà, les hommes sont surreprésentés dans les contributeurs, mais aussi, et ça c'est parfaitement vrai, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, les hommes sont davantage représentés sur les notices biographiques. C'est plutôt des hommes. Il y a 80% de pages dans les notices biographiques qui sont consacrées à des hommes et 20% à des femmes seulement. Bon, ça, évidemment, on peut l'expliquer aussi par l'historiographie, hein. Il y a plein d'explications à ça, encyclopédiques, qui se comprennent. Mais tout ça pour dire que du coup, le fossé de genre est une réalité statistique sur Wikipédia. Donc ça, c'est pour la sociologie. Après, il y en a certains qui l'utilisent pour dire que du coup, il y a un biais de genre et un biais même racial parfois sur Wikipédia. Ça, c'est très vrai, notamment sur la version anglophone. Il y a beaucoup de débats à ce sujet. Mais bref, pour la question de la sociologie, donc c'est effectivement plutôt masculin. Et quand on regarde, pour le coup, le noyau dur dont je parlais tout à l'heure de contributeurs, ça penche vraiment à gauche, voire très à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Wikipédia, non seulement les contenus sont libres d'accès et tout est transparent, mais aussi il y a certains contributeurs qui renseignent et qui documentent leur propre profil. Et là, on s'aperçoit qu'il y en a qui disent ouvertement, et ils ont parfaitement le droit de l'assumer, il n'y a aucun problème, mais en tout cas, leur affiliation ou leur appartenance au nouveau parti anticapitaliste, au soulèvement de la terre, qui prônent la désobéissance civile, qui prônent le sans-frontiérisme, bon, pourquoi pas, enfin, ils ont parfaitement le droit, mais ni Michel ni moi n'avons jamais vu un seul contributeur qui revendiquait ne serait-ce qu'une sensibilité conservatrice, ou qui disait qu'il aimait bien Retailleau, ou qui votait LR, ou qui votait Bayrou, ou je ne sais quoi d'autre. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une prime à la radicalité quand elle vient de la gauche plutôt que quand elle vient de la droite, ou même pas, d'ailleurs, même pas forcément de radicalité de droite, mais simplement une opinion un tout petit peu conservatrice ou simplement de droite, ça n'apparaît pas. Et en revanche, dans le noyau dur, vraiment, c'est très, voilà, ça penche vraiment à gauche, et vraiment du côté de la gauche militante, anticapitaliste, sans frontiériste. C'est parfaitement assumé. Et quand on regarde, il y a même un tableau qui permet de voir parmi ce noyau dur quels sont les bureaucrates et les administrateurs qui sont les plus actifs, qui ont fait le plus de blocage de pages d'utilisateurs ou de revert, c'est-à-dire qui ont annulé des modifications. Et ben c'est toujours les mêmes comptes qui reviennent et qui assument aussi bien dans leur page d'utilisateur que dans les discussions une sensibilité marquée à gauche, voire très à gauche. Alors, ce qui est intéressant, et effectivement, tu as dit que malgré cette sensibilité très à gauche, il y en a certains qui ont trouvé que c'était encore pas suffisamment à gauche, que c'était biaisé, et notamment, vous parlez beaucoup d'un groupe, les Sans-Ailes, c'est ça? Les 100 pages, ouais. Les 100 pages, pardon. Et qui ont été très influentes et surtout qui ont fini par, en chassant un peu en groupe, à prendre un pouvoir assez important dans l'organisation même de Wikipédia France. Est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus? Parce que c'est très intéressant de voir comment, ce qu'elles demandent et surtout comment, finalement, elles ont réussi à avoir un rôle plus important que leur nombre. Ouais, en fait, les 100 pages, donc au départ, c'est un projet collaboratif sur Wikipédia, comme il en existe d'autres. Et c'est un projet donc, qui a été fondé par une économiste suisse qui s'appelle Natacha Rowe, qui a été fondée en 2016 sur la version française de Wikipédia, mais qui s'inspire des groupes, des projets collaboratifs néo-féministes américains au départ, Art plus Féminisme, enfin des groupes comme ça, qui s'est ensuite constitué en association et qui du coup reçoit des subventions de la part de Wikimedia France. Donc elle reçoit cette association environ, la dernière année, c'était 30 000 euros de dons de la part de Wikimedia France, sachant que ces dons viennent de la fondation Wikimedia, et l'argent de la fondation Wikipédia vient notamment donc des dons des particuliers, du mécénat, etc. Donc c'est de l'argent des donateurs de Wikipédia. Et en fait, le point de départ de cette association, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que de constater le fossé de genre, ok, personne ne peut constater qu'il y a effectivement un fossé de genre,
et de considérer que ce fossé de genre aboutit nécessairement à un biais de genre et que les femmes sont sous-représentées et qu'il faut davantage de représenter. Donc ce qu'elles vont faire concrètement, c'est qu'elles vont créer énormément de pages sur des personnalités féminines, parfois à juste titre, mais aussi on s'est retrouvé avec, on cite dans le livre des exemples complètement ahurissants de femmes inconnues au bataillon, parce qu'il y a quand même un critère sur Wikipédia qui est important, voire fondamental, c'est la question de la notoriété. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas avoir sa page Wikipédia s'il n'a pas un minimum de notoriété publique et s'il il est digne d'intérêt encyclopédique, ce qu'on appelle la pertinence encyclopédique. Et donc là, il y a eu une surreprésentation de femmes inconnues au bataillon. Enfin, je ne remets pas en cause leur mérite, mais des sportives qui n'ont jamais rien gagné, qui ont été totalement oubliées des années 70. Enfin, bon, voilà. En tout cas, il y a une archiviste suisse du canton de Vaud, qui doit être une amie probablement de Natacha Rowe, sa page Wikipédia a été créée. Donc voilà, donc il y a aujourd'hui une surreprésentation c'est assez considérable, hein, parce que je crois qu'aujourd'hui, 14% des pages, des notices biographiques sur des femmes, elles ont été créées par ce collectif des 100 pages. Et elles assument d'être parfaitement militantes. Donc elles assument dès le départ d'être en contradiction avec le principe de neutralité de point de vue, qui est un des principes fondateurs de Wikipédia. Donc d'une certaine manière, enfin, je dis qu'elles assument oui et non, parce qu'en fait, parfois, c'est assez voilé et assez retors. Et il y a effectivement un cas qui est très intéressant, c'est que ce projet collaboratif, il y a quelques mois, c'était il y a 1 an, je crois, ou 2 ans, je ne sais plus, il y avait eu une consultation sur la question du dead name sur Wikipédia. Faut-il ou non mentionner le nom de naissance d'une personne trans? Donc, par exemple, l'acteur Elliot Page maintenant, est-ce qu'il faut dire qu'au départ, c'était Ellen Page, qu'elle est née Ellen Page et que c'est son nom de naissance? Est-ce qu'il faut le mentionner? Et il y avait un certain lobbying de la part de militants LGBT qui disaient que c'était transphobe de mentionner le dead name sur Wikipédia. Et la question a été tranchée sur la version anglophone de Wikipédia, et le dead name apparaît toujours parce qu'on considère que c'est un élément informationnel qui mérite d'être connu du grand public, de savoir quel est le nom de naissance d'une personne trans, quand bien même aujourd'hui il a changé de sexe. Et donc, il y a eu une consultation, donc c'était en février, je crois, 2022, si je ne dis pas de bêtises, sur Wikipédia en français pour savoir si oui ou non il fallait mentionner le dead name. Et Natacha Rowe, donc la fondatrice des 100 pages, considérait, elle, que c'était transphobe. Et il y avait même eu une tribune dans les colonnes de l'Obs en disant que Wikipédia était transphobe parce que le dead name était mentionné. Bon, la question a été tranchée par un vote. Et ce qu'ont fait certains militants des 100 pages, et on le raconte dans le livre, c'est qu'ils ont fait une pratique qui est en théorie interdite sur Wikipédia, ça s'appelle du rameutage, donc c'est-à-dire c'est c'est ce qu'on appellerait du bourrage d'urne dans la réalité électorale, c'est d'appeler ses amis par des canaux privés ou publics en disant il y a un vote sur cette question-là, venez, donc ceux qui partagent la même opinion, et dire il faut à tout prix influencer ce vote, mais ils l'ont fait. Si c'est fait de manière transparente, c'est toléré sur Wikipédia. En revanche, si c'est fait de manière insidieuse et s'il y a une volonté politique derrière ça, c'est censé être interdit. Et il se trouve qu'il y a des membres importants des 100 pages qui ont réalisé ça. Finalement, le vote, ça s'est joué à une poignée de voix pour le maintien du dead name, c'était maintenu, mais ça s'est joué à peu de choses, et donc ça a montré en tout cas que les militants et militantes des 100 pages étaient pour le coup totalement étaient en croisade contre les principes fondateurs de Wikipédia, et ils ont été suspendus. Il y en a certains comptes qui ont été suspendus, et ils ont argué du fait qu'ils ne maîtrisaient pas tout à fait les codes de Wikipédia et qu'ils n'avaient pas compris que le rameutage était interdit. Et il se trouve que ces membres qui ont été sanctionnés, il y en a certains qui étaient membres de Wikimedia France, qui contribuaient depuis des dizaines d'années et qui donc maîtrisaient parfaitement les codes de Wikipédia. Donc c'est assez peu crédible. Mais c'est un exemple parmi d'autres du militantisme des 100 pages, mais ça pose un problème, et je termine juste là-dessus sur les 100 pages. C'est pas le seul groupe, mais le plus militant et le plus actif, il y en a un autre qui s'appelle Noircir Wikipédia, qui lui part du principe que les afro-descendants ne sont pas assez représentés sur Wikipédia. Bon, pour le coup, je leur porterai pas de critique parce que même s'ils assument un militantisme pour essayer de davantage représenter les minorités ethniques sur Wikipédia, j'ai pas vu à ma connaissance de pages problématiques liées à des créations de pages du côté de Noircir Wikipédia. Mais en revanche, les 100 pages, il y a une vraie subversion des principes fondateurs de Wikipédia, et ils s'attaquent même au fondement de ce qui fonde l'encyclopédisme, c'est-à-dire les sources écrites, en considérant que les sources orales ne sont pas représentées, mais en même temps, sur Wikipédia, une encyclopédie, c'est les sources écrites qui comptent et non pas les sources orales. Et ils essaient de transformer un régime qui se veut descriptif, parce que Wikipédia ne cherche pas la vérité, elle cherche une représentation
qui se veut pas forcément exhaustive, mais en tout cas proportionnée des faits. Et là, avec ce que fait ce groupe Les 100 pages, ils essaient de subvertir cela et de transformer Wikipédia en un outil normatif. Voilà ce que devrait être Wikipédia pour nous. Et donc, ça pose vraiment un problème structurel sur Wikipédia. Alors, avant de continuer là sur les biais, je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Il y a une première question là que j'ai vu passer rapidement. Tu as parlé un peu rapidement des dons. Est-ce que on sait quelque chose sur les mécènes? Est-ce que certains mécènes sont très influents ou est-ce que c'est vraiment dilué? Et est-ce qu'on a certains noms de grands mécènes de Wikipédia? Oui, alors les mécènes, alors c'est censé être transparent. Enfin, la fondation Wikimedia dit être totalement transparente. C'est pas vraiment le cas. Sur la question des mécènes, on dit dans le livre, ça a été, enfin, c'est public, hein, que George Soros a donné plusieurs millions de sa fortune personnelle à la fondation Wikimedia. Microsoft aussi a donné de l'argent. Aujourd'hui, maintenant, il y a même depuis quelques années, on en parle très peu. D'ailleurs, on n'en parle pas dans le livre parce qu'on a vu ça après pour le coup, mais c'est Wikipedia Enterprise. Où en fait, c'est les contrats qui sont passés entre Wikimedia, pardon, la fondation Wikimedia, et des grands groupes de la tech, les géants de la tech américaine, enfin les GAFAM, pour l'extraction des données. Et là, il y a un accord qui vient d'être passé d'ailleurs entre la fondation Wikimedia et Google pour permettre plus facilement l'utilisation des données qui sont des données en open source, hein, puisque tout est en licence libre sur Wikipédia. Et en fait, comment dire, les robots, enfin les bots extracteurs des agents d'intelligence artificielle pompent actuellement énormément de données et de contenu de Wikipédia, toutes versions confondues. Et en fait, le problème pour Wikimedia et Wikipédia, c'est que ça, enfin notamment en l'occurrence Wikimedia, c'est que ça coûte beaucoup d'argent parce que leur trafic de bande passante a doublé là cette année, l'année écoulée. Et donc ils ont passé un deal avec Google pour permettre plus facilement l'extraction des informations et du contenu de Wikipédia. Mais là-dessus, c'est pas tout à fait transparent. On sait qu'il y a eu des contrats donc, avec Facebook, avec Microsoft pour l'utilisation des données donc, via Wikimedia Enterprise. Donc ça, c'est bon, Wikimedia communique, mais reste assez flou sur le montant des sommes que ça représente. Sachant que la fondation Wikimedia, son budget, c'est 190 millions de dollars pour l'année 2024-2025. Donc c'est assez conséquent, mais c'est pas non plus énorme quand on compare à Amazon, Facebook et aux autres géants de la tech, hein, c'est 100 fois plus. Mais bon, encore une fois, cet argent, ils n'ont pas énormément besoin d'argent parce qu'il s'agit juste de payer la bande passante, le logiciel MediaWiki qui permet donc de faire fonctionner les serveurs, donc ça ne représente pas énormément de coûts. Donc en fait, tout ça pour dire que Wikimedia a énormément d'argent, a un filet excédentaire très important. Et donc, l'argent que donnent les particuliers, il y a les campagnes de dons qui sont réalisées chaque année, sont importantes, mais elles ne sont pas décisives et cruciales pour l'avenir de Wikipédia. C'est-à-dire, il y a toujours une espèce de chantage un peu. Vous avez tous les ans, on l'a eu récemment, là, le message de Wikimedia disant voilà, Wikipédia survit grâce aux dons des particuliers. C'est pas tout à fait vrai. Et aujourd'hui, le budget donc, de l'antenne française, donc de l'association Wikimedia France, il est autour de 1,4 million d'euros. Et donc, il n'y a pas de problème d'argent du côté de Wikipédia. Et la question du fléchage de cet argent, il est assez obscur parfois, aussi bien du côté de la fondation que des antennes nationales. Et on sait en revanche, bon ça c'est documenté pour le coup, que Wikimedia France donne de l'argent à des associations qui, encore une fois, ne respectent pas le principe de neutralité qui est pourtant fondamental sur Wikipédia. Donc il y a vraiment, sur la question de l'argent, c'est un vrai sujet à part entière. Il y a quand même pas mal d'étanchéité du côté des comptes de Wikipédia et du côté même des donateurs, hein, leur identité n'est pas toujours. Et alors j'ajoute juste que l'État français subventionne quand même Wikimedia France à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année. Il y a aussi Ouais. des subventions publiques de la part de l'État. Alors, dans les biais, on a parlé du biais sociologique du recrutement, plutôt marqué à gauche. On a parlé du militantisme. Le biais qui a l'air le plus important, c'est celui des sources. Est-ce que tu peux nous rappeler l'importance des sources, et notamment des sources secondaires, et la façon dont, là, on retrouve un biais idéologique beaucoup plus important, peut-être même que dans les autres secteurs? Oui, alors c'est vrai que la question des sources, elle est vraiment cruciale et c'est ce qui fait aujourd'hui que Wikipédia, en tout cas dans sa version française, est biaisé, hein, il faut le dire structurellement, même si ça peut évoluer. C'est que donc Wikipédia, enfin juste pour résumer la façon dont ça fonctionne, repose sur la question sur les sources. Donc il y a trois types de sources, les sources primaires, secondaires et tertiaires. Les sources primaires,
elles ne peuvent pas être utilisées sur Wikipédia si elles ne sont pas complétées et relayées par une source secondaire. Donc une source primaire, ça peut être un travail universitaire inédit qui n'aurait pas été publié dans une revue scientifique, qui n'aurait pas eu l'adhésion de la communauté des pairs scientifiques. Ça peut être un témoignage de première main. On assiste à un événement dans la rue, on veut le documenter sur Wikipédia. Non, s'il n'y a pas une source secondaire, donc une source de presse qui permet de l'étayer, ce commentaire ou ce témoignage, cette publication ne pourra pas être considérée comme une source fiable sur Wikipédia. Donc sur Wikipédia, tout ce qui compte, c'est les sources secondaires. Donc ça peut être une coupure de journal, une chronique radio, un documentaire télé. Toutes les sources de presse sont par définition, à condition qu'elles soient fiables, des sources secondaires dites fiables. Ensuite, les sources tertiaires, pour le coup, les sources tertiaires, c'est typiquement une encyclopédie est une source tertiaire. Donc, Wikipédia est elle-même une source tertiaire puisqu'elle est une compilation d'un ensemble de connaissances. Donc, un almanach, un atlas, une encyclopédie, c'est une source tertiaire et une source tertiaire ne peut pas servir de source. Donc, Wikipédia, c'est rigolo évidemment, mais Wikipédia ne peut pas se servir de source à elle-même. Tout repose vraiment sur la question des sources secondaires. Et là où le bas blesse, c'est que on s'aperçoit que sur la question des sources secondaires, en tout cas dans la version française, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, tous les médias ne sont pas logés à la même enseigne, et c'est très intéressant. Il y a un outil qui est très méconnu du grand public, mais pour le coup assez bien connu des utilisateurs de Wikipédia, des contributeurs, qui s'appelle l'Observatoire des sources. Donc vraiment, je vous invite à regarder, à cliquer, il suffit de faire une recherche Google, l'Observatoire des sources sur Wikipédia. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais il y a quand même pas mal de médias qui sont répertoriés et classés en fonction de leur fiabilité. Alors, l'outil n'est pas censé être prescriptif, hein, donc c'est censé servir de guide ou d'outil pour le fonctionnement des sources de presse sur Wikipédia, mais dans les faits, on s'aperçoit vraiment que les recommandations de l'Observatoire des sources, et j'ai encore pu le vérifier récemment, s'appliquent parfaitement sur Wikipédia. Et en fait, là, vraiment, il faut regarder dans le détail, mais toutes les sources, pour schématiser, qui sont situées à droite du Figaro, sont considérées comme des sources d'extrême droite. Donc, il n'y a aucune nuance. Voilà, le glissement sémantique de la droite à l'extrême droite est vraiment très rapide sur Wikipédia. Donc, c'est-à-dire que Causeur, Valeurs Actuelles, le JDD, Figaro Vox aussi sont considérés comme des médias d'extrême droite, donc ils ne peuvent pas être fiables, mais on n'étaye pas leur non-fiabilité. Ils sont considérés non fiables parce que, en raison de leur couleur politique. Et donc, s'ils ne sont pas complétés par des sources secondaires dites fiables, ils ne peuvent pas être utilisés. Et dans les faits, c'est parfaitement vérifiable. En revanche, des médias de gauche ou d'extrême gauche, vraiment de gauche radicale, parfois même confidentielle, eux, il n'y a aucun problème. Donc, Arrêt sur Image, Politis, Acrim, il y en a Blast aussi, sont considérés, eux, comme des sources fiables. Et parfois, leur orientation politique, éditoriale, qui est pourtant assumée, n'est même pas précisée. Il n'est même pas question de la ligne éditoriale de Blast, Politis et Arrêt sur Image, par exemple. Et on prend un exemple encore plus significatif dans le livre, c'est l'exemple de Reporter, qui est donc un média extrêmement militant, peut-être même on pourrait dire radical, écologiste militant, et qui s'est quand même signalé à plusieurs reprises ces dernières années par des fake news grossières, hein, à Tolbiac, pendant les mobilisations à Tolbiac en 2018, ils avaient dit qu'il y a eu un blessé grave, ce qui était une fake news totale. Ils donnent des tribunes à des complotistes, à Thierry Messant, à des complotistes qui remettent en cause la version du 11 septembre, ils vont donner des tribunes en faveur de l'anthroposophie, qui est considérée comme une dérive sectaire par la Mivilude. Enfin bon, pour n'importe quel autre média, quelle que soit sa couleur politique, ce média aurait été automatiquement et sans aucun est placé sur liste noire et discrédité immédiatement. Mais pour Reporter, il était considéré. Alors je crois que ça vient de changer depuis la publication du livre, parce qu'il y a des modifications qui sont faites depuis la publication du livre, mais jusqu'à la sortie du livre, Reporter était considéré comme un site journalistique sérieux et fiable, hein, je cite textuellement. Donc il y a vraiment un deux poids deux mesures, un double standard sur la question des sources de presse, en fonction de leur couleur politique. Et là, on pourrait citer des tas d'exemples, mais il y en a un très récent que j'ai pu encore vérifier tout à l'heure. On prend le cas parce que ça a des conséquences quand même sur la façon dont les faits sont présentés, notamment pour les personnalités publiques, les journalistes par exemple, puisqu'on s'aperçoit du coup que Sonia Mabrouk est considérée comme une animatrice d'extrême droite proche de la mouvance identitaire sur Wikipédia. C'est quand même assez peu nuancé comme jugement, et assez faux surtout. Et en revanche, Salomé Saké est considérée simplement comme une journaliste engagée à gauche. Donc, on voit qu'il y a vraiment un traitement totalement partial en fonction
pas seulement des journalistes, hein, mais c'est vraiment flagrant sur la Des- question des journalistes. Eugénie Bastier, bon, j'ai cité cet exemple à plusieurs reprises, mais il est dit sur sa page qu'elle est proche de l'Action française, qu'elle a été proche de l'Action française, et la source qui est utilisée, c'est un article de Street Press qui date d'il y a quelques années. Street Press lui avait consacré un article. Or, Street Press est considérée comme une source fiable, donc il n'y a rien à faire pour Eugénie Bastier, elle peut faire toutes les demandes qu'elle veut, il n'y a aucun moyen pour elle de supprimer cette mention, quand bien même elle a démenti à plusieurs reprises avoir été proche de l'Action française. Et là, on prend un exemple aussi à gauche dans le livre, c'est celui de Jean-Michel Apathy, qui a toujours assumé, enfin toujours, comment dire, revendiqué son hostilité au suffrage universel. Il l'a dit à plusieurs reprises, il l'a encore dit sur le plateau de Quotidien en janvier dernier, fin janvier, il l'a dit publiquement. Et cette mention n'apparaît pas sur sur sa page Wikipédia, alors que c'est quand même une opinion assez controversée. Jean-Michel Apathy, il n'est pas du tout fait mention de cette controverse. Et alors, ce qui est drôle, c'est que, encore une fois, il y a quelques pages qui sont modifiées là, depuis la publication du livre. Il y a des Wikipédiens qui essaient peut-être de débunker le livre, ou en tout cas aussi qui s'aperçoivent peut-être de certains écarts vraiment grossiers. Et Jean-Michel Apathy, il y a un contributeur, je ne sais pas quel est le bord politique de ce contributeur, mais en tout cas, il a essayé d'ajouter le fait que Jean-Michel Apathy, sur sa page, soit hostile au suffrage universel. Et la source qui a été utilisée, c'est un article de Causeur, parce que Valeurs Actuelles l'avait dit dans un article, mais ça a été supprimé. Et Causeur donc a été utilisé comme source pour étayer ce jugement. Et cette mention est restée en ligne seulement quelques jours sur la page Wikipédia de Jean-Michel Apathy. Quand on regarde l'historique des versions, il a dit Causeur n'est pas considérée comme une source fiable si elle n'est pas étayée par une autre source secondaire fiable. Donc c'est vraiment la preuve, par l'exemple, que vraiment les sources de droite n'ont pas droit de citer sur Wikipédia, même s'il y a des Wikipédiens qui s'en défendent en disant que c'est un argument d'extrême droite de dire que les sources de droite ne sont pas fiables, en disant que c'est parce qu'elles ne sont pas fiables et qu'elles relaient des fake news. Et encore une fois, l'exemple de Reporter montre bien qu'il y a un deux poids deux mesures sur la question des sources en fonction de leur orientation politique, ce qui est vraiment flagrant et qui vraiment est l'une des raisons de nombreux biais sur des faits divers, sur des sujets d'actualité. On pourrait prendre des tas d'exemples. Enfin, je ne veux pas être trop long, mais c'est vraiment un problème structurel fondamental sur Wikipédia. Ah ben, on voit effectivement que c'est avec cette petite là aussi, c'est intéressant parce que on voit qu'en faisant cet observatoire des sources, en mettant finalement une des règles supplémentaires, comme on en a déjà parlé, c'est un moyen d'imposer finalement une censure sans l'assumer politiquement. C'est qu'effectivement, c'est assez sournois comme technique, mais en mettant en place les sources, finalement, ils imposent une couleur idéologique. Et il y a aussi ce phénomène où la question est de savoir si c'est Wikipédia qui, du coup, devient très idéologisé ou si c'est parce que les sources qu'il cite sont de plus en plus marquées. Parce que là aussi, on voit notamment des médias comme Le Monde qui, il y a quelques années, étaient considérés comme plutôt un journal centriste, modéré, qui aujourd'hui est beaucoup plus engagé, beaucoup plus radical. Et donc, effectivement, on a cette dérive-là. C'est un peu la question de l'œuf et de la poule, mais est-ce que justement, on n'a pas aussi Wikipédia comme simplement le reflet d'une radicalisation et d'un basculement, contrairement à ce qui est beaucoup dit, d'une grande partie de l'intelligentsia beaucoup plus à gauche, quoi. Oui, complètement. Mais c'est un système qui se nourrit mutuellement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des Wikipédiens qui sont aussi des journalistes. Et quand on regarde certaines pages, par exemple la page Wikipédia d'Arrêt sur Image, donc le média créé par Schneiderman, il y a un petit onglet critique quand même, mais globalement, la page est quand même extrêmement flatteuse. Et c'est le cas pour énormément d'universitaires marqués à gauche, voire très à gauche pour le coup, leur page est parfaitement ripollinée. Il n'avait jamais question des critiques. Judith Butler, enfin d'autres, les gens de gauche, les personnalités de gauche, et les Wikipédiens de gauche maîtrisent, comme ils maîtrisent parfaitement, ils savent très bien profiter du système pour avoir des pages plutôt avantageuses. Et d'ailleurs, l'un des artisans de l'Observatoire des sources, qui est un des contributeurs les plus importants aujourd'hui, qui est administrateur. Il n'est pas bureaucrate, mais en tout cas, il est administrateur. Il a plusieurs outils administratifs à sa disposition sur Wikipédia. Il s'appelle Jules. Enfin, je fais aucun doxing, hein, c'est son pseudonyme sur Wikipédia. Je ne connais pas son nom de famille, mais en tout cas, lui, c'est l'un des artisans de l'Observatoire des sources. Et il se trouve qu'il faisait des séminaires avec Mediapart, avec une journaliste de Mediapart, il y a quelques années à l'université de Nanterre, pour expliquer l'étendue de la désinformation sur Wikipédia, la façon dont il fallait s'y prendre, le fait que certains
Ce qui est vrai pour le coup, certaines entreprises payent des contributeurs rémunérés pour ripolliner leur propre page, etc. Donc il y a une collusion totale entre certains contributeurs wikipédiens et des journalistes, et c'est un système encore une fois, qui s'alimente totalement. Et pour prendre un autre exemple, la page de Marianne, du journal Marianne, qui a enquêté à plusieurs reprises sur, notamment sous la plume de Samuel Piquet, qui était un des premiers médias à s'intéresser à la montée du militantisme et de l'idéologie sur Wikipédia. Ben, quand on regarde, n'importe qui en 2 clics peut vérifier, la page de Marianne donc sur Wikipédia, il y a un onglet critique sur le journal en tant que tel, et toutes les sources utilisées, je crois qu'il y en a 6, c'est que des médias ou des universitaires de gauche ou d'extrême gauche. Ça va être Éco-Rêve, la maison d'édition La Fabrique, des obscurs universitaires inconnus au bataillon d'extrême gauche. Enfin, c'est vraiment c'est un système qui est aujourd'hui totalement hémiplégique. Et je pense que tu as tout à fait raison, Olivier, de dire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Wikipédia fonctionne comme une bulle de filtre progressiste à part entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les sujets d'actualité, vraiment, je me concentre là-dessus. Je n'ai pas exploré tous les arcanes de Wikipédia, mais en tout cas, sur les sujets d'actualité, on s'aperçoit qu'il y a des critères qui sont totalement partiaux, même dans la question de l'admissibilité d'une page, parce que c'est aussi quelque chose d'important. Pourquoi est-ce qu'une page peut être admise ou non? Et on prend l'exemple, par exemple, de ce fait divers horrible qui a eu lieu, c'était en juin dernier, de cette jeune fille qui a été violée à Courbevoie avec un motif antisémite qui a été retenu par le parquet d'ailleurs. Et sur Wikipédia, la page a été supprimée, c'est-à-dire que les Wikipédiens considéraient que c'était pas suffisamment pertinent ou intéressant pour créer une page sur ce viol antisémite à Courbevoie, alors que pourtant, quelques jours plus tôt, Jean-Luc Mélenchon avait estimé que l'antisémitisme était résiduel en France, hein, c'était ce qu'il disait, et on était en pleine campagne des élections législatives, donc il y avait un contexte politique important. Et sur Wikipédia, les Wikipédiens considéraient que ça ne méritait pas d'y figurer. Donc il y a tout un tas de questions comme ça, de cas de cherry picking il n'y a pas de fake news grossière, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de, c'est globalement fiable, mais il peut y avoir du vandalisme sournois, en tout cas du cherry picking sur des questions bien précises et bien pointues qui peuvent être c'est ce qui est écrit sur Wikipédia, plutôt ce qui n'est pas écrit sur Wikipédia compte parfois tout autant que ce qui n'est pas écrit sur Wikipédia. Là, par exemple, pour prendre un exemple tout récent, il y avait une note de Beauvau sur l'importance que prenaient les frères musulmans aujourd'hui dans la société française, qui a été révélée par le journal Le Point, considérée comme une source fiable pourtant par Wikipédia. Et quand on va sur la page des frères musulmans, cette note n'est pas utilisée comme source. Enfin, l'article du Point n'est pas utilisé comme source. À l'inverse, Florence Bergeau-Blachler, qui est l'universitaire anthropologue qui a sans doute le plus travaillé sur la question des frères musulmans, sa page est constamment dénigrée sur Wikipédia. Donc il y a un deux poids deux mesures sur tous les sujets qui touchent à l'islam politique, qui touchent à la laïcité, qui touchent au sujet régalien, à l'immigration. C'est vraiment c'est extrêmement biaisé. Alors, on arrive bientôt à la fin, donc on va attaquer la dernière un peu partie. Comment tu vois justement l'avenir de Wikipédia, notamment peut-être une question sur l'intelligence artificielle, puisque on a beaucoup dit que l'intelligence artificielle aujourd'hui s'inspirait beaucoup et prenait beaucoup de données dans Wikipédia, mais est-ce que finalement demain elle risque pas de la remplacer? Pour l'instant, elle l'utilise, mais on voit notamment, alors sans faire de publicité, mais moi je suis très impressionné par Perplexity pour faire des recherches un peu encyclopédiques, puisque le modèle, alors le modèle payant, te fait une page Wikipédia avec par contre une soixantaine de sources différentes. Et est-ce que ça, à terme, ça peut pas finir par totalement éclipser Wikipédia? Ouais, alors j'avoue que moi je suis un peu boomer, j'utilise assez peu les outils d'intelligence artificielle, mais enfin, moi j'ai utilisé que des versions gratuites pour le coup de ChatGPT et les autres, donc de ce que j'ai vu, et j'ai pas énormément expérimenté, mais j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais aujourd'hui que Wikipédia reste quand même plus fiable, parce qu'il y a quand même une certaine tendance de l'intelligence artificielle à parfois à combler certains trous enfin, de l'intelligence artificielle prédictive à essayer de combler certains manques et à créer des informations qui sont vraisemblables, et d'ailleurs très vraisemblables à tel point que c'est troublant, mais qui sont en réalité fausses. Il peut y avoir des informations fausses sur Wikipédia, mais encore une fois, généralement, elles sont très très vite supprimées, puisque en fait, les bots sont configurés de telle manière à ce que s'il y a un ajout très important d'informations d'un coup, ou au contraire une suppression très importante de données, de métadonnées, ce sera tout de suite repéré, et donc tout ça est très bien automatisé. Il y a même un indice
de vandalisme sur Wikipédia de 1 à 5 qui est mis à jour en temps réel par les bots. Donc c'est quand même extrêmement bien construit sur Wikipédia. Mais à l'avenir, effectivement, c'est pas exclu que Wikipédia soit en fait totalement dépassé. Et on peut d'ailleurs s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui, la fondation Wikimedia, bon, elle n'a pas le choix parce que son pari dès le départ, c'est de fonctionner sous forme de licence libre, hein, puisque c'est un fonctionnement sous copyleft. Donc tout ce qui est écrit sur Wikipédia peut être utilisé, partagé, modifié par n'importe qui d'autre. Donc c'est un fonctionnement totalement à 100% collaboratif. Mais l'intelligence artificielle risque effectivement de poser un vrai problème, ou en tout cas un défi à Wikipédia. Wikipédia s'était retrouvé dans une situation de concurrence il y a quelques années, notamment avec Microsoft, qui avait créé Encarta en 94, je crois, donc avant Wikipédia. Et Encarta était assez populaire, hein, dans les années 90, mais c'était pour le coup un fonctionnement a priori de contrôle de l'information, comme les encyclopédies classiques. Ensuite, qui s'est transformé, je crois que c'était sous forme de CD-ROM. Bon, ça a été en fait assez vite dépassé ensuite par Wikipédia. Dès que Wikipédia est arrivé, ils ont très vite ringardisé Encarta. Google avait essayé avec Knoll, qui a fait long feu aussi, qui n'a pas très bien fonctionné, parce qu'encore une fois, ils avaient un modèle qui était totalement obsolète, puisque sur Knoll, les articles étaient signés, et puis il pouvait y avoir d'ailleurs aussi plusieurs articles sur un même sujet. Donc ils essayaient en fait de reproduire le fonctionnement un peu darwiniste des moteurs de recherche en disant voilà, c'est l'article qui sera le plus populaire, qui passera en premier, qui apparaîtra en premier dans les occurrences, etc. Et en fait, Knoll n'a pas du tout fonctionné, mais aujourd'hui, Wikipédia, à l'instant T, se retrouve dans une situation de monopole dans l'accès au savoir généraliste. Et c'est à la fois une grande force pour Wikipédia, parce que Wikipédia mérite d'une certaine manière de se retrouver en position hégémonique, puisque, encore une fois, c'est un outil qui fonctionne très très bien, qui repose entièrement sur sa communauté de bénévoles. Mais c'est aussi un peu à double tranchant, parce qu'en fait, quand on consulte n'importe quel, en tout cas en France, il y a une certaine pluralité des médias, on sait où on met les pieds. Sur Wikipédia, ça se présente comme un outil neutre, fiable, et il se trouve qu'encore une fois, c'est pas toujours le cas, donc il faut aussi s'en méfier. Donc effectivement, peut-être que l'apport des outils d'intelligence artificielle sera bénéfique pour Wikipédia, ou peut-être que Wikipédia, dans 10 ans, disparaîtra et sera totalement obsolète. Mais en tout cas, juste pour conclure là-dessus, c'est qu'il y a une vraie question quand même sur la question du renouvellement des contributeurs de Wikipédia. Encore une fois, l'inflation des normes est tellement importante sur Wikipédia qu'on peut se demander si aujourd'hui, la génération actuelle, quand elle se sera lassée de Wikipédia, est-ce qu'il y aura vraiment des gens pour prendre le relais? C'est pas totalement sûr. Alors justement, on va peut-être conclure un peu là-dessus. Il y a eu quelques remarques, mais on l'a bien dit et tu l'as bien précisé. Effectivement, la majorité des données, notamment sur les sciences dures, sont fiables, voire même plus fiables que dans d'autres encyclopédies. Mais justement, comment tu vois l'évolution du militantisme sur le... Est-ce que malgré tout, tu penses euh, qu'il y a encore une légitimité, notamment sur ceux qui regardent les entreprises, les fiches d'entreprise, les problématiques sociales et les fiches des personnalités politiques qui sont là aussi très souvent beaucoup l'objet de guerre de rédaction. Donc voilà, si tu as t'as quelques minutes là pour conclure et nous dire un petit peu ce qu'on n'aurait pas traité, mais je trouve qu'on a bien avancé sur le sujet quand même et c'était extrêmement clair. Oui, en effet, c'est vrai que. Alors, on n'est pas tout à fait du même avis avec mon co-auteur, avec Michel Sandrin sur la question. On est d'accord. Enfin, disons que lui est plus optimiste que moi sur la question, c'est-à-dire que lui considère qu'aujourd'hui, Wikipédia enfin, je suis d'accord avec lui, hein, est entre les mains d'une petite poignée vraiment très oligarchique et très concentrée de contributeurs qui penchent très très à gauche. Lui, voilà, il considère que c'est vraiment une toute petite poignée, une dizaine de comptes seulement. Je pense qu'il y en a quand même un peu plus, mais que si on arrive à se débarrasser, en gros, pour donner son point de vue, c'est que si on arrive à se débarrasser, ou en tout cas s'ils partent d'eux-mêmes, ou si on arrive à pointer du doigt vraiment les dérives idéologiques de ces contributeurs, la situation peut s'assainir à nouveau. Alors lui, il a quand même plus de, d'expérience, hein, il contribue depuis plus longtemps, donc il a vu aussi différentes vagues successives peut-être de militantisme. Il me disait que c'était déjà arrivé il y a quelques années, comme ça, qu'une poignée de militants s'emparent de Wikipédia et que la situation était revenue à la normale ensuite. Moi, je pense qu'il y a quand même des biais structurants sur la question des sources, et qu'il y a aussi très très peu de remise en question de la part des contributeurs, c'est-à-dire que nous, on s'aperçoit depuis la publication du livre qu'on est très critiqué. Alors il y a des contributeurs qui disent
enfin, je ne sais pas si salue notre travail, mais en tout cas qui considère qu'on a été plutôt mesuré dans nos critiques et qu'il y a certaines critiques qui sont plutôt fondées, et puis il y en a d'autres, et plutôt la majorité, qui disent que c'est une nouvelle tentative de déstabilisation de l'extrême droite, qu'on essaie de s'en prendre à Wikipédia, qu'on a, enfin bon, enfin, donc d'ailleurs ça illustre un des chapitres du livre qui dit qu'en fait la critique interne sur Wikipédia est une vexation très mal vécue et comme il y a une appartenance identitaire très forte à Wikipédia, parce que c'est quand même des gens, des contributeurs qui contribuent bénévolement, qui consacrent des heures, des journées, des nuits entières à contribuer. On peut comprendre qu'ils soient un peu à fleur de peau, mais ils ont du mal quand même aussi à s'apercevoir de certains biais, je pense, et je pense que certains gagneraient à faire leur examen de conscience, mais il y a quand même certains biais structurels qui sont plus difficiles à souligner, ou en tout cas dont ils s'aperçoivent pas vraiment. Et après, effectivement, il y a la question pour le coup, de l'entrisme. Donc, il y a l'entrisme idéologique, mais il y a aussi l'entrisme mercantile, commercial. Ça, on n'en parle quasiment jamais, mais on a pu interroger pour le coup comment dire, des consultants dans des cabinets stratégiques, économiques, d'intelligence économique, etc., qui nous expliquaient, évidemment sous couvert d'anonymat, que en fait, ils employaient des contributeurs pour ripolliner, caviarder des informations sur des pages liées à des personnalités publiques, à des chefs d'entreprise, à des entreprises cotées en bourse, même à des pays. D'ailleurs, je crois qu'il y a la page du Togo qui a été caviardée, ou des informations sensibles qui ont été dissimulées. Donc, c'est un vrai business à part entière. Les contributions rémunérées ne sont pas strictement interdites sur Wikipédia, à condition qu'elles soient déclarées. Donc, comme toute la question, c'est toujours la transparence sur Wikipédia. Si tout est transparent, on peut retracer, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il y a des contributeurs, évidemment, qui fonctionnent avec des comptes phonés, ce qu'on appelle des comptes phonés, et donc qui utilisent des pseudonymes différents, et qui arrivent à avoir des résultats probants, et qui sont rémunérés pour faire des modifications. Et là, on a vraiment des cas d'entrisme mercantile qui sont quand même assez importants sur Wikipédia, qui sont assez peu documentés, qu'on raconte vraiment dans le livre. Donc c'est une autre forme d'entrisme dont on parle assez peu, et c'est vrai que d'ailleurs depuis la sortie du livre, c'est la première fois que je suis interrogé sur la question de l'entrisme commercial, donc je te remercie de m'interroger là-dessus, mais c'est vrai que c'est vraiment c'est quelque chose dont on parle peu et qui est assez flagrant, et en fait, voilà, pour conclure, sur Wikipédia, il y a une phrase qui est souvent utilisée de dire que un contributeur n'est que ce qu'il fait sur Wikipédia, et il est considéré qu'à la mesure de ce qu'il produit et de son expérience. Et en fait, donc, ce qui se passe, c'est que certains contributeurs expérimentés, qui sont donc influents, respectés, écoutés, peuvent être parfois enrôlés comme ça et être rémunérés pour truquer, fausser des informations de manière assez sournoise et assez subtile. Alors merci beaucoup Victor. Donc je rappelle le titre de ton livre avec Michel Sandrin, La face cachée de Wikipédia, enquête sur les dérives d'une encyclopédie libre. Effectivement, je vous recommande le livre parce qu'on y apprend plein de choses, notamment c'est aussi une bonne pédagogie de la manière dont fonctionne Wikipédia, ses règles, son vocabulaire, qui est effectivement tu nous en as donné pas mal d'extraits, mais il y a tout un monde à eux. Et c'est un livre qui, pour le coup, est extrêmement équilibré. Je trouve que vous avez fait un bon travail d'équilibre. Il y a des moments où on est très en colère contre Wikipédia. On pourrait être tenté de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais en réalité, effectivement, on s'aperçoit que c'est plus compliqué dans votre livre. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Vous aurez de toute manière dans le mail que vous allez recevoir là, tout de suite après le lien pour commander le livre. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous donnerai, alors je n'ai pas encore la date du prochain rendez-vous, mais je vous donnerai bientôt le prochain rendez-vous. Encore merci Victor et à très vite pour ces rencontres du CERU. Merci beaucoup, Olivier. Merci Merci à beaucoup. tous.